Je vais maintenant vous parler d'une autre conséquence qui pourrait se produire dans l'océan mondial, qui est la modification de la circulation à grande échelle, qui assure un brassage de l'ensemble de l'eau, de l'ensemble des bassins océaniques mondiaux. Vous avez sur ce schéma du haut une représentation stylisée de ce qui se passe dans l'océan mondial, sous l'effet des alizés et de la rotation de la Terre. Enfin, comme les alizés sont eux-mêmes le fruit de la rotation de la Terre, on pourrait presque dire sous l'effet de la rotation de la Terre. Les alizés, comme vous le savez, sont des vents qui soufflent toujours dans la même direction au tropique et à l'équateur, et ils vont donc avoir pour effet de mettre en mouvement l'eau de surface. C'est bon, les chewing-gums sont distribués, les numéros de téléphone donnés, on peut avancer. Ça va mettre en mouvement l'eau de surface d'est en ouest au niveau des tropiques. Et à cause de M. Coriolis, ce mouvement global de mouvement d'est en ouest de l'eau de surface au niveau des tropiques va avoir pour conséquence d'engendrer une boucle de remontée de l'eau le long de la façade atlantique. Et vous allez avoir près du Groenland un processus très particulier de plongée des eaux qui va permettre on va dire une communication entre étages et l'apparition d'une circulation en sens inverse qui va recycler l'eau de surface dans l'autre sens jusqu'au moment où elle remonte à la surface dans le milieu du Pacifique. Si vous faites une coupe de la circulation dans l'océan Atlantique, en gros, vous avez une circulation de surface d'eau chaude qui va de l'équateur vers le pôle Nord, et vous avez une circulation d'eau froide qui revient en sens inverse dans les profondeurs. Pour que ce système marche, il faut bien évidemment que vous ayez une forme d'ascenseur près du Groenland qui, en l'occurrence, fait descendre l'eau. Et cet ascenseur, il est dû à une différence de salinité et de température entre l'eau de surface et l'eau qui se trouve en dessous. Alors, plus exactement, ça marche de la manière suivante. Quand vous avez l'eau qui est transportée par la dérive nord-atlantique, dont le Gulf Stream fait partie, vers le Groenland, d'une part, l'eau a tendance à se refroidir, parce qu'on va vers le pôle, et ça la rend plus dense. Et d'autre part, vous avez de l'eau douce qui s'évapore et qui va aller précipiter, sous l'effet des alizés, sur le Pacifique. La vapeur d'eau s'échappe de la surface, les vents transportent cette eau vers l'Amérique centrale et vers le Pacifique, et l'eau précipite à cet endroit-là. Et donc, comme l'eau douce n'est plus dans l'océan, mais que le sel, lui, il y est toujours, vous allez augmenter la salinité de l'eau de surface. Cette eau de plus en plus froide et de plus en plus salée arrive près du Groenland, donc elle est de plus en plus dense. Et au moment où la banquise va se former pendant l'hiver, la banquise est de l'eau salée gelée, mais de l'eau salée moins gelée que l'eau de mer, moins salée que l'eau de mer dont elle est issue. Et la différence va être expulsée dans l'eau de mer qui ne gèle pas. Donc en gros, vous avez une espèce de petite séparation de phase. Vous prenez de l'eau salée, elle gèle, vous allez retrouver une partie du sel dans la banquise, et une autre partie du sel va être expulsée sous forme de saumure dans l'eau qui n'a pas gelé. Ce qui veut dire que l'eau de surface va se retrouver, puisque c'est l'hiver, particulièrement froide, puisqu'elle a reçu de la saumure particulièrement salée, et elle est tellement dense qu'elle va plonger. Et c'est cette plongée de l'eau l'hiver, qui est un phénomène extrêmement puissant, puisque ça concerne des millions de mètres cubes à la seconde, qui va engendrer cette communication entre l'océan de surface et l'océan intermédiaire et profond. Mais ce faisant, cette plongée des eaux va avoir exactement le même effet que l'eau qui s'écoule de votre baignoire. Ça va attirer l'eau de surface qui se trouve à proximité. Donc ça fait une espèce de pompe aspirante qui va attirer l'eau du Gulf Stream très au nord. Si vous n'aviez pas cette pompe aspirante, vous auriez toujours les alizés, toujours cette mise en mouvement de l'eau de surface, mais vous auriez un courant qui bouclerait dans l'Atlantique beaucoup plus bas, tout en restant en surface. L'eau ne monterait pas autant au nord et elle ne plongerait pas vers les profondeurs. Il se trouve que cet ascenseur d'un genre particulier, il a été arrêté un certain nombre de fois au cours de la dernière ère glaciaire, et il a été arrêté par des débâcles massives de la grande calotte glaciaire qui se trouvait sur le Canada et qu'on appelait la calotte du Laurentide. Cette calotte était constituée d'eau douce. Au moment où on a eu ces grandes débâcles glaciaires, les icebergs qui se sont retrouvés dans l'océan en fondant ont amené énormément d'eau douce à la surface de l'océan,
l'eau douce est moins dense que l'eau salée, donc cet ascenseur particulier près du Groenland s'est arrêté parce que l'eau de surface n'était plus assez dense pour entretenir ce mouvement de plongée. À ce moment-là, vous avez eu une modification rapide du climat sur tout le nord de l'Atlantique Nord, ainsi que sur la façade atlantique de l'Europe, où les études qui ont été faites sur les pollens recueillis à cette époque montrent que la végétation s'est très rapidement transformée, et de manière extrêmement importante, en l'espace de quelques décennies, on va dire 50 ans plus ou moins quelque chose, avec vraisemblablement des précipitations qui ont chuté de plusieurs dizaines de pourcents, au moins sur la façade la plus océanique de l'Europe. Vous avez eu dans le même temps une baisse de la température d'environ 5 degrés sur le nord de l'Atlantique Nord. Alors pourquoi est-ce que vous avez eu tous ces changements? Parce que le Gulf Stream exporte vers les hautes latitudes la chaleur qui a été reçue du soleil aux tropiques. C'est un exportateur de chaleur, le Gulf Stream. La mondialisation de la chaleur a démarré bien avant celle du textile chinois. Donc le climat de l'Europe de l'Ouest bénéficie d'un apport d'énergie sous forme de l'insolation reçue aux tropiques qui est restituée. L'énergie est restituée au niveau des moyennes latitudes et des hautes latitudes par le transport océanique et atmosphérique qui en assure le couvercle avec son effet de serre. Quand cet ascenseur d'un genre particulier près du Groenland, quand cette circulation entre l'océan de surface et l'océan profond s'arrête, eh bien vous avez des répercussions climatiques extrêmement rapides sur l'ensemble de l'Atlantique Nord. C'est très bien documenté par un certain nombre de marqueurs qui ont été étudiés par les physiciens. Ici, vous avez les épisodes qui correspondent à ces débâcles glaciaires, qui s'appellent les événements de Heinrich, H quelque chose, ici, et qui correspondent à plusieurs autres événements qui sont concomitants. D'abord, vous allez augmenter dans le fond de l'océan ce qu'on appelle les sédiments détritiques glaciaires. Alors, les sédiments détritiques glaciaires, c'est détritique, c'est détritus, pas comme dans la zizanie, c'est-à-dire c'est des petits bouts de cailloux qui sont collés sous les icebergs et qui sont le résultat du frottement de la calotte sur le socle rocheux sur lequel elle est portée. Donc quand les icebergs partent à l'eau, ils ont des petits gravillons qui sont collés sous leurs pieds, qui sont le résultat du frottement de la calotte sur le socle rocheux. Ces sédiments détritiques glaciaires, dans les carottes que vous prélevez dans les fonds océaniques, vous allez en retrouver des quantités beaucoup plus importantes, pile au moment où vous avez ces débâcles, ce qui est bien la marque du fait qu'il y a eu des icebergs qui se soient baladés un peu partout. Au même moment, vous constatez une diminution forte de la quantité d'oxygène que vous avez dans les fonds océaniques en analysant la teneur isotopique en carbone 13 des coquilles des petits micro-organismes qui vont vivre dans les fonds marins. Donc vous avez des petits micro-organismes qui vivent dans les fonds marins, qui font des coquilles en calcaire, donc dans lesquelles vous avez du carbone. Une fois qu'ils meurent, ça sédimente, et quand vous regardez le rapport isotopique C13 sur C12 dans les coquilles de ces petites bestioles, eh bien vous constatez que, et qui sont la marque de la quantité d'oxygène que vous allez y trouver, eh bien vous constatez que vous avez des variations rapides au moment juste où vous avez les icebergs qui se sont baladés, donc des sédiments partout, et vous avez la température qui, à ce moment-là, baisse de manière significative, et ça, vous le déduisez là aussi de la conformation d'une molécule très particulière qui s'appelle ou d'une famille de molécules qui s'appelle les alkénones, qui ont une conformation qui change en fonction, ou exactement une proportion de molécules configurées d'une certaine manière, qui change quand la température varie. Donc là, c'est plus un rapport isotopique, c'est autre chose dans l'analyse que vous pouvez faire. Donc là, c'est pareil, vous prenez les coquilles des organismes qui ont vécu en surface, vous regardez, vous les extrayez des carottes que vous allez faire dans les fonds marins, et au moment où vous avez à la fois moins d'oxygène dans les fonds et plus de traces de passage, on va dire, des icebergs, eh bien, vous avez un marqueur dans ces coquilles qui vous indique que la température de surface a baissé. Et enfin, à ce moment-là, vous savez aussi que la température au niveau du Groenland a varié de manière très significative, ça peut être 15 ou 20 degrés, et ça, vous allez le tracer avec le rapport isotopique de l'oxygène 18 et du deutérium dans la glace, qui là aussi est un marqueur de la température, parce qu'en gros, la proportion d'isotopes lourds de l'oxygène et de l'hydrogène
augmente dans la glace quand la température planétaire augmente et quand la température au-dessus du Groenland augmente. Donc avec ces divers marqueurs, vous avez la possibilité de caractériser des époques où vous voyez simultanément la température chuter fortement, les icebergs se mettre à se balader partout et moins d'oxygène dans les fonds marins. Eh bien ça, c'est quelque chose qui s'explique assez naturellement si vous imaginez que les icebergs, en mettant de l'eau douce partout, ont cassé l'ascenseur qui permet à l'eau océanique de surface chargée en oxygène de descendre dans les fonds, et donc vous avez une ventilation en oxygène dans les fonds marins qui a baissé. Donc l'idée que cette circulation, qu'on appelle la circulation thermohaline, parce que ça fait référence à la température, haline parce que ça fait référence à je sais pas quoi, je me demande si c'est pas le sel, mais j'en suis pas sûr. Au moment où cette circulation se grippe, se bloque, eh bien, vous avez des modifications très amples et très marquées du système climatique ouest-européen. Alors la question, c'est bien évidemment, est-ce qu'à l'avenir, on risque la même chose? Alors, pourquoi est-ce que cette question est légitime? Parce qu'à l'avenir, vous allez avoir 2 ou 3 processus qui vont concourir à une diminution de la densité de l'eau de surface près du Groenland. Le premier processus, c'est que vous avez vu tout à l'heure qu'on allait augmenter les précipitations près du pôle Nord, et donc on va amener par l'espace, par l'atmosphère plus exactement, une quantité croissante d'eau douce qui va tomber sur la surface et qui va donc diminuer la salinité de l'eau de surface. Le deuxième processus qui pourrait éventuellement concourir à cette modification, c'est que vous allez avoir une élévation de la température de l'eau partout, y compris l'eau qui se trouve près du Groenland. Donc ça va aussi en diminuer la densité. Et enfin, le troisième processus, c'est que vous allez handicaper la formation de la banquise, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc vous allez diminuer l'apport de sel que vous avez normalement en hiver et qui permet à l'eau de surface de devenir particulièrement dense, en plus protégée du soleil par la banquise, donc particulièrement froide, et de plonger. Donc là, vous avez 3 processus qui vont concourir, tous les 3, à ce que la plongée des eaux devienne plutôt plus difficile qu'avant. Et la question, c'est bien évidemment, est-ce qu'on est, oui ou non, près du seuil où le processus s'arrête brusquement, parce que vous êtes dans un processus à effet de seuil. À un moment, crac, c'est la dernière marche, et vous passez par-dessus la falaise. Ben là, c'est exactement pareil. À un moment, vous franchissez un seuil, et le truc s'arrête brutalement en une dizaine d'années. Eh bien, la réponse, c'est probablement pas. Mais il va quand même y avoir un ralentissement de la circulation nord-atlantique dans le siècle qui vient. Vous avez ici la circulation nord-atlantique en question, mesurée en Sverdrup. Le Sverdrup, c'est 1 million de mètres cubes à la seconde, donc ça fait beaucoup plus mal que le sievert, qui est aussi une unité qui se symbolise par SV. Et vous voyez que cette circulation nord-atlantique, qui en gros est stable jusqu'en 1970, elle commence dans les simulations à baisser aux alentours des années 1970, et là j'ai pas le temps de vous montrer les résultats, mais il y a un certain nombre d'analyses faites aujourd'hui qui posent la question, qui clairement posent la question de savoir si ce n'est pas déjà un ralentissement qui a commencé, mais il y a une durée de recul qui n'est pas suffisante pour pouvoir trancher. Et quand vous regardez la médiane des évaluations pour le siècle qui vient, vous vous rendez compte qu'avec une large barre d'erreur, c'est-à-dire que la simulation la plus optimiste ne voit pas de changement et la plus pessimiste nous amène aux 2 tiers de l'arrêt, puisque à moins 25 on est totalement arrêté, eh bien l'ensemble des simulations convergent plutôt vers l'idée que ça va s'affaiblir à l'avenir. Et ceci explique cela. C'est-à-dire que c'est cet affaiblissement à l'avenir qui va ralentir le transport de chaleur vers le Groenland et qui vous explique pourquoi, dans les graphiques que je vous ai montrés tout à l'heure, le sud du Groenland était la partie de la planète qui allait le moins se réchauffer. C'est que le réchauffement direct induit par l'augmentation de l'effet de serre est contrebalancé par le déficit en énergie importée amené par le Gulf Stream qui, lui, va avoir plutôt tendance à s'affaiblir. Et le résultat net à cet endroit particulier, c'est que ça ne va pas beaucoup chauffer. Voilà, c'est ça l'idée. Alors maintenant, encore une fois, est-ce qu'un jour, on court le risque que ça s'arrête brusquement? À l'échelle du siècle, aujourd'hui, la réponse des physiciens, c'est peu probable. Ils ne sont jamais capables de dire c'est totalement impossible, mais ils considèrent que c'est peu probable. À l'échelle de quelques siècles, ça commence à devenir un risque sérieux. Sans que qui que ce soit ne puisse dire à quoi ressemble le système après le franchissement de ce seuil, parce que les dernières fois que ce genre de processus s'est passé, on était en ère glaciaire, donc
géographie de la planète n'était pas exactement celle qu'on peut constater aujourd'hui. Par ailleurs, il n'y avait pas 7 milliards de sédentaires, mais quelques millions de nomades. Donc la capacité d'aller se mettre ailleurs n'était pas exactement la même. Et enfin, les marqueurs et les indicateurs qu'on peut avoir sur ce qui s'est passé à cette époque sont quand même un tout petit peu moins bien, moins fournis que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc, est-ce que ça pourrait se passer? Oui. Est-ce que ça pourrait se passer pendant le siècle? C'est peu probable. Qu'est-ce qui se passe si ça se passe? Personne n'en sait rien. Sauf que vous pouvez quand même retenir une idée qui est, à mon avis, où on dit presque tout. L'apport énergétique au niveau des moyennes latitudes, donc en Europe de l'Ouest, est pour moitié le fait du Soleil et pour moitié le fait de l'énergie importée des tropiques par ce double tapis roulant qu'est le Gulf Stream et l'atmosphère qui le surplombe. Donc, si on touche à l'un des deux termes de manière importante, vous voyez que dans un système dynamique dans lequel vous touchez de manière violente à la moitié de l'apport énergétique, selon toute vraisemblance, il va se passer des trucs bizarres. Hein? Alors après, quoi exactement? Encore une fois, si on attend de le savoir pour agir, je pense qu'on aura des surprises. À un moment, on ne pourra plus faire grand-chose. Ici, vous avez la réponse, ou plus exactement, une indication quantitative qui porte sur une question qui est sur toutes les lèvres quand on parle de ce genre de choses, enfin du changement climatique, qui est: est-ce que les ouragans vont augmenter et ont augmenté? Je vous ai dit la dernière fois que l'augmentation de l'intensité des phénomènes extrêmes, ou de leur nombre, ou de leur localisation, était une question qui se posait naturellement dès lors qu'on comprenait que le changement climatique est quelque chose qui va intensifier les processus convectifs d'une manière générale. Hein, à partir du moment où vous intensifiez les processus convectifs d'une manière générale, ça paraît pas complètement idiot de se dire que ça, en particulier, ça pourrait avoir un effet sur les ouragans. Alors on va, là comme ailleurs, partir du passé, et on va commencer par regarder les séries documentées sur l'intensité et le nombre d'ouragans. C'est un exercice que vous ne pouvez pas faire très loin dans le temps, parce que il y a 50 ans, ou 60 ans, ou 70 ans, il y avait des tas d'ouragans qui passaient inaperçus. À partir du moment où vous n'avez pas de satellites pour les regarder d'en haut, où vous n'avez pas de station météo au sol sur lesquelles ils passent, et il n'y a pas de navires sur lesquels ils passent, l'ouragan il passe et personne n'en sait rien. Hein. Donc les mesures sur le nombre précis d'ouragans, leur étendue, est quelque chose qui n'est possible que depuis l'avènement des satellites d'observation. Et même pour mesurer avec précision la vitesse du vent maximale, la vitesse du vent moyen, etc., c'est quelque chose qui n'est possible que depuis un laps de temps relativement bref. Hein. Donc savoir si les ouragans intenses augmentent ou diminuent est quelque chose qui n'est en pratique possible que depuis l'avènement des satellites. Hein. Avant, ce n'est pas possible de réponse à la question. Vous avez ici un graphique qui vous donne l'évolution du nombre de cyclones sur l'Atlantique tropical entre 1966 et 2006, c'est-à-dire sur une quarantaine d'années. Alors vous voyez deux choses. La première, c'est que si on regarde la courbe, ça semble augmenter, vous voyez, dans les dernières années. Par contre, si vous regardez le nombre en valeur absolue, eh bien vous vous rendez compte que ce qui semble être une augmentation significative, en fait c'est passé par exemple d'une moyenne de quelques ouragans par an, on va dire 5, à une moyenne de 7 sur une dizaine d'années. Ça c'est statistiquement non significatif. Personne ne peut dire aujourd'hui que de passer de 5 en moyenne à 7 en moyenne sur un laps de temps qui est de 5 à 10 ans, ça a une signification statistique particulière. Donc ça pourrait, et puis c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Par contre, il y a un autre paramètre sur lequel il y a quelque chose qui est beaucoup plus marqué, qui n'est pas le nombre, mais qui est la puissance moyenne. Et vous savez que les ouragans, ils ont une échelle de notation, eux aussi, donc ils sont notés de A à E, ou plus exactement de 1 à 5. Les ouragans les plus faibles étant des ouragans de catégorie 1, et au fur et à mesure que la vitesse du vent moyen et la vitesse du vent dans les rafales augmentent, eh bien, l'ouragan est affublé d'un numéro qui va croissant. Donc les ouragans les plus violents sont les ouragans de catégorie 4 et 5. Et alors là, par contre, vous avez quelque chose qui est statistiquement significatif, qui est que sur les 30 dernières années, vous voyez que dans l'Atlantique Nord, le nombre moyen d'ouragans de catégorie 4 et 5 par tranche de 5 ans est passé d'environ 40 à environ 80. Et ça, c'est quelque chose qui a une signification statistique. En gros, ce que dit ce graphique,
c'est que sur les 30 dernières années, si on le conjugue avec le graphique précédent, c'est difficile de savoir s'il y a vraiment une augmentation tendancielle significative du nombre d'ouragans. Par contre, quand un ouragan se forme, il est de plus en plus violent. Ça, c'est quelque chose qui a une signification statistique. Donc c'est l'intensité sur laquelle il y a un résultat qu'on peut considérer comme étant significatif et absolument pas sur le nombre, ou du moins pour le moment, pas sur le nombre. Après, vous avez ici autre chose. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de ce qu'on appelait El Niño, avec son pendant qui est La Niña. El Niño et La Niña sont les noms qu'on donne communément à une grande oscillation que vous allez trouver dans le système climatique à l'échelle planétaire et qui se caractérise notamment par le fait que la partie la plus chaude du Pacifique se déplace d'est en ouest. Donc quand vous êtes dans des conditions normales, l'eau chaude du Pacifique, elle est plutôt à l'ouest. L'eau chaude, elle est plutôt à l'ouest à cause des alizés. Hein. Les alizés poussent l'eau d'est en ouest. Donc l'eau qui est en surface, eh ben, elle se balade d'est en ouest en chauffant, et c'est quand elle arrive sur le bord ouest du Pacifique qu'elle est la plus chaude. L'eau qui est à l'est, eh bien, elle vient de ce qu'on appelle un upwelling, c'est-à-dire la résurgence de la circulation profonde dont je vous ai parlé tout à l'heure. Celle-là même, voilà. Pardon. Celle-là même dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous voyez, la partie ascendante de la circulation mondiale dans le Pacifique, eh bien, en fait, c'est ça qui alimente le bord est du Pacifique en régime normal. Donc ici, vous avez une eau plutôt froide qui remonte des profondeurs riches en nutriments avec plein d'anchois et les pêcheurs péruviens qui sont contents. Et ici, vous avez de l'eau de surface chaude avec des précipitations importantes et des moussons qui permettent aux agriculteurs indiens d'être contents. Et puis de temps en temps, vous avez ce qu'on appelle El Niño. Alors là, c'est l'inverse. Vous avez les alizés qui s'inversent, la pastille d'eau chaude qui va se coller à l'est, plus d'anchois, des pluies diluviennes qui sont plus à côté de l'Indonésie mais à côté du Pérou où ça fait plein de glissements de terrain. Et comme c'est une oscillation à l'échelle planétaire, vous avez également des conséquences, par exemple aux États-Unis, où vous avez en général des incendies qui ne leur font pas plaisir et qui ont été particulièrement marqués lors du dernier épisode, enfin ou de l'avant-dernier plus exactement, épisode El Niño. Alors maintenant, vous regardez ici les conditions El Niño et les conditions La Niña. Donc quand vous êtes en La Niña, c'est l'inverse hein, de El Niño, bah, vous êtes en bleu, et quand vous êtes en El Niño, vous êtes en rouge. Alors vous voyez, c'est une oscillation, hein, donc ça se balade comme ça. Et puis là, apparemment, il se met à y avoir un peu plus de rouge que de bleu. Donc apparemment, El Niño a plutôt tendance à être un peu plus fréquent que La Niña. Question, est-ce que le changement climatique va augmenter les occurrences de phénomènes de type El Niño? Voilà, ben, là la réponse c'est personne n'en sait rien, c'est trop tôt pour voir. Par contre, comme dans tous ces processus sur lesquels je vous réponds c'est trop tôt pour voir, le jour où on a une conclusion définitive, si ce n'était pas celle qu'on espérait, c'est game over. Hein, c'est trop tard pour faire machine arrière. Il faudra vivre avec. C'est le cas à cause de l'inertie du système climatique, de toutes les conséquences auxquelles on peut penser. Autre exemple, même si vous n'êtes pas très vieux, j'imagine que vous avez quand même le souvenir de l'hiver 1999 en France, où il y a eu 2 ouragans coup sur coup. Alors en France, on a appelé ça des tempêtes. Si vous allez chez nos amis suisses ou nos amis allemands, ils appellent ça des ouragans, et ils les appellent par leur nom, puisqu'ils s'appelaient Lothar et Martin, en l'occurrence, tous les ouragans ont un nom, hein, un prénom. Avant c'était que des femmes, puis maintenant c'est mixte. Bonne idée. Et donc Lothar et Martin, en 1999, eh bien ça a correspondu effectivement à une année où il y a eu beaucoup d'épisodes tempétueux en France, mais pas plus que ce qu'il y a pu y avoir quelques années plus tôt. Et vous voyez que depuis ces épisodes-là, le nombre de tempêtes n'est pas en train de croître de manière exponentielle. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il y a plus d'épisodes tempétueux en France? Pas de manière significative. À la limite, on serait presque tenté de penser qu'il y en a plutôt moins. Est-ce que ça veut dire qu'à l'avenir, il y en aura de moins en moins, ou de plus en plus, ou etc. Ben, encore une fois, comme je vous le disais, c'est trop tôt pour le savoir. Là, par contre, on va revenir à une conclusion qui est plutôt robuste dans les conséquences du changement climatique, et qui, en l'occurrence, n'est pas une conséquence du changement climatique, mais qui est une conséquence du cycle du carbone.
je vous ai montré, je vous ai dit la dernière fois qu'il n'y avait que deux processus d'épuration du CO2 de l'atmosphère, enfin deux principaux, aux échelles de temps qui nous intéressent, aux échelles de temps géologiques c'est moins vrai. Le premier c'était la reprise par la photosynthèse et le deuxième c'était la dissolution dans l'océan. Alors je vous ferai tout à l'heure un beau diagramme où je vous montrerai tous les termes et les flèches qui vont dans tous les sens. À ce stade, retenez une chose, c'est que plus vous mettez de CO2 dans l'océan et plus son pH baisse. Vous savez que quand on met du CO2 dans l'eau, ça a une certaine tendance à faire H+, et HCO3-, puis des tas de choses derrière pour HCO3-, et donc on acidifie l'eau. C'est pas un hasard que le gaz carbonique, aux époques anciennes, se soit appelé l'acide carbonique. Dans les vieux romans de Jules Verne, c'est comme ça qu'on l'appelait. Donc, quand on met du CO2 dans l'air, ça augmente sa pression partielle, et crac, il y en a une partie qui va passer dans l'eau pour équilibrer les pressions partielles, et ça va acidifier l'eau. Cette courbe-là, alors cette conclusion-là, elle est très robuste. Je veux dire, le fait que l'eau s'acidifie quand vous mettez plus de CO2 dans l'atmosphère, ça c'est une conclusion extrêmement robuste. Après, évidemment, la question c'est, qu'est-ce qu'on perd en pH? Vous avez ici un ensemble de courbes qui sont superposées et qui vous donnent une partie de la réponse. Alors ces courbes sont ce qu'on appelle des profils de pH en fonction de la latitude. Donc ça vous donne le pH moyen de l'océan en fonction de la latitude, en partant de l'hémisphère sud, et plus exactement du pôle sud, où comme vous le savez, il y a un océan. Alors en fait l'océan il commence plutôt à 75, et vous allez jusqu'au pôle nord, dans l'autre sens c'est pareil, avec l'évolution du pH. Cette zone grise représente la bande dans laquelle se trouvait le pH de l'océan mondial au moment, enfin avant le début de la civilisation industrielle, donc au moment qu'on appelle pré-industriel, on va dire 1750. Donc en 1750, le pH par exemple aux abords de l'Antarctique était entre 8,2 et 8,3 en valeur la plus probable, et puis comme ce truc-là est reconstitué avec des simulations, en fait vous avez une barre d'erreur, donc en fait il était probablement n'importe où, 8,25 et 8,35, il était n'importe où entre 8,2 et 8,35, 8,40 à ce moment-là. Mais avec une valeur la plus probable qui était ce que vous avez ici en tireté gris. Aujourd'hui, le profil de pH de l'océan mondial qui est mesuré, vous l'avez avec cette courbe noire, vous voyez, donc l'océan s'est déjà un peu acidifié depuis l'époque pré-industrielle, il y a déjà eu une baisse de pH, et la bande du bas vous donne la zone dans laquelle on se situera ou situerait en 2100 en fonction de ce que seront les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2100. Si on est dans un scénario bas, là, avec une stabilisation à 550 parties par million de CO2 en 2100, ça on va dire qu'on est à peu de choses près dans le scénario émission constante dont je vous parle depuis le début, eh bien l'océan mondial perdra entre, allez on va dire aux alentours de 0,2 points de pH. Si on est dans un scénario haut, donc on utilise plein de charbon, à ce moment on se rapproche de la courbe en noir gras que vous avez en bas ici, où là, vous perdez 1/10 de point de pH supplémentaire. Donc, dans tous les cas de figure, l'océan va s'acidifier. Une partie de cette acidification ne sera que le rattrapage du surplus de CO2 qu'on a déjà mis dans l'air. Donc, là, le coup est parti, on ne changera plus. Et le supplément qu'on aura en plus du coup qui est déjà parti va dépendre de la quantité de CO2 qu'on mettra encore dans l'air dans les quelques décennies qui viennent. Alors, vous allez me dire, à 7,9, c'est pas encore ça qui va nous empêcher de baigner dans l'eau, ce qui est parfaitement vrai. Par contre, ça va diminuer la disponibilité en ions carbonates, et il se trouve que ces ions carbonates sont absolument indispensables à une large fraction de la vie marine, c'est-à-dire à tous les micro-organismes qui ont besoin de synthétiser du calcaire. Et en particulier, l'une des formes de calcaire qui est le plus sensible à la baisse du pH est ce qu'on appelle l'aragonite, et c'est un des calcaires qui est utilisé en particulier par le phytoplancton. Donc, vont être sensibles à ce genre de processus tous les organismes qui ont besoin de synthétiser du calcaire. Alors, vous en connaissez quelques-uns, savoir les homards et les huîtres, mais il n'y a pas que ça. Vous avez aussi les coraux, vous avez le phytoplancton, vous avez tous les mollusques qui ont une coquille, même certains êtres qui ne sont pas des mollusques et qui ont une coquille quand même, ou une carapace, parce que même les tortues, par exemple, elles ont besoin de synthétiser du calcaire. Et donc, vous allez trouver une foultitude d'êtres marins qui vont globalement ne pas apprécier le fait d'être dans une eau plus acide. Là aussi,
très difficile de caractériser le seuil de résistance des écosystèmes à ce genre de conditions d'ensemble, à ce genre de modification, pardon, d'ensemble de leurs conditions de vie. Pour avoir une réponse à ce genre de questions, il faudrait d'une certaine manière faire l'expérience suivante. Vous prenez l'ensemble d'un écosystème marin, vous le mettez dans un immense aquarium dans lequel vous acidifiez progressivement l'eau en augmentant la concentration en CO2 dissous, et vous regardez ce qui se passe au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, au bout de 50 ans, au bout d'un siècle. Bon, on n'a pas les moyens de faire ce genre d'expérience. Donc là comme ailleurs, on ne saura ce que ça donne qu'une fois que les résultats seront là. On peut imaginer, encore une fois, qu'il y a un certain nombre de bestioles qui ne vont pas aimer, puis une fois qu'on a dit ça, on a à peu près tout dit. Par ailleurs, il faut quand même se rappeler que la pression de l'homme sur la vie marine n'a pas attendu le changement climatique pour être extrêmement élevée, et retenez cette idée par exemple, ou exactement cet ordre de grandeur, que la biomasse dans l'Atlantique Nord, donc le poids total de tout ce qui vit dans l'Atlantique Nord, a en gros été divisé par 10 en un siècle sous la pression de la pêche. Hein, à peu près un facteur 10. Donc la quantité de poissons qui vit aujourd'hui dans l'Atlantique Nord, c'est 10 fois moins que ce qui vivait il y a un siècle. Et il y a déjà des pêcheries dans l'Atlantique Nord qui ont bel et bien disparu, notamment les morues sur les bancs de Terre-Neuve, où malgré les moratoires qui ont été mis en place quand on a commencé à penser que ça allait vraiment tourner au vinaigre, les stocks se sont effondrés. Maintenant, il n'y a plus de morues, évidemment, il n'y a plus de pêcheurs. Puis il n'y a plus de poissons non plus. Ce que je vous ai raconté sur le cycle du carbone, je vais l'élargir, donc le fait que ça passe dans l'océan, en fait je vais l'élargir sur ce diagramme qui va essayer de vous donner une vue d'ensemble de la manière dont ce cycle est connecté au changement climatique. Vous avez ici des chiffres associés à des flèches en rouge et en noir qui s'interprètent de la manière suivante. Tous ces chiffres représentent des milliards de tonnes de carbone. Là où vous avez les chiffres au sein de flèches, ce sont des flux annuels. Par exemple, 70 au milieu de cette flèche, ça veut dire 70 milliards de tonnes de carbone qui descendent de l'atmosphère vers l'océan. Là où vous avez ces chiffres non associés à des flèches, ça représente des stocks. Par exemple, dans l'atmosphère, 597, ça veut dire 597 milliards de tonnes de carbone dans l'atmosphère. Et ici, vous avez par exemple 37 000 milliards de tonnes de carbone dans l'océan intermédiaire et profond. Les chiffres qui sont en noir représentent la description du système, du cycle du carbone, avant le début de l'ère industrielle. Donc vous prenez une photo virtuelle du cycle du carbone en 1750 et vous n'avez que les chiffres en noir. Vous n'avez pas les chiffres en rouge. Les chiffres en rouge, c'est la différence, c'est le surplus ou le déficit qui a été rajouté depuis le début de l'ère industrielle. Exemple, au moment du début de l'ère industrielle, vous aviez en gros 600 milliards de tonnes de carbone dans l'atmosphère, essentiellement sous forme de CO2. Aujourd'hui, vous en avez 765. Au moment où on était au début de l'ère industrielle, vous aviez 70 milliards de tonnes de carbone qui redescendaient chaque année de l'atmosphère vers l'océan. Aujourd'hui, vous en avez 22,2 de plus, etc. Le aujourd'hui s'interprète comme le milieu des années 90. Parce que, évidemment, ces flux-là, ils varient tous les ans. Ce graphique-là, il va me servir à vous expliquer comment ça se passait avant nous, ou exactement avant nos activités industrielles, et ce qu'on est en train d'y faire. Avant nous, vous avez un certain nombre d'échanges entre l'atmosphère, qui contient du carbone sous forme de CO2, et les autres compartiments de la planète, qui en contiennent sous des formes diverses. Les écosystèmes terrestres, par exemple, en contiennent sous forme de matière organique, mais aussi d'humus dans les sols, c'est-à-dire de matière organique, de matière qui a été vivante et qui ne l'est plus. Et l'océan le contient essentiellement sous forme d'ions carbonate et bicarbonate, et ça doit extrêmement peu à la vie marine, puisque vous voyez que la vie marine, c'est 3 milliards de tonnes de carbone, ridicule devant les 2300 contenus par les écosystèmes terrestres. Donc vous pouvez zigouiller toutes les baleines, ça ne change strictement rien au stock de carbone qui est contenu dans l'océan. Ça a des tas d'autres inconvénients, mais pas celui-là. Donc, avant l'ère industrielle, l'océan échange chaque année 70 milliards de tonnes de carbone avec l'atmosphère. Ces échanges sont essentiellement dus aux variations de la température de surface des masses d'eau qui se déplacent. Il se trouve que la solubilité du CO2 dans l'eau est meilleure quand l'eau est froide que quand l'eau est chaude.
Donc en d'autres termes, quand vous refroidissez de l'eau, vous accroissez sa solubilité en CO2, et c'est bien évidemment l'inverse quand l'eau se réchauffe. Vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait un vaste mouvement de brassage de l'eau océanique à l'échelle mondiale, c'est-à-dire que l'eau qui est ici à un moment va se retrouver là à un autre moment, et puis encore là 3 siècles plus tard, et puis encore là 5 siècles plus tard, etc. En se déplaçant, elle change de température. Donc l'eau qui est en train de se refroidir à un moment donné va pomper du CO2 en provenance de l'atmosphère, sa solubilité augmente, alors que l'eau qui est en train de se réchauffer, elle va recracher le CO2 qu'elle n'arrive plus à dissoudre dans l'atmosphère, et qui est bien évidemment le CO2 qu'elle avait pompé de l'atmosphère une semaine avant, un mois avant, un siècle avant, 5 siècles avant. Donc les échanges de CO2 entre l'atmosphère et l'océan de surface sont essentiellement dus à des variations de température des masses d'eau océaniques. En ce qui concerne les parties émergées de la planète, donc là vous constatez, pour finir là-dessus, qu'en ce qui concerne l'océan, les échanges ne doivent strictement rien à la vie. Strictement rien à la vie. C'est juste une question de thermodynamique. La solubilité est meilleure dans l'eau froide que dans l'eau chaude, donc quand l'eau se refroidit, ça descend, et quand l'eau se réchauffe, ça monte. Pas de vie, ça marche de la même manière. En ce qui concerne les écosystèmes terrestres, là c'est tout l'inverse. C'est essentiellement et quasiment uniquement dû à la vie. Le flux descendant, c'est la photosynthèse. Donc vous avez les plantes qui synthétisent des glucides grâce à des photons et au carbone contenu dans l'atmosphère, sous forme de CO2. Le flux montant est celui de la respiration des plantes et des animaux. Alors les plantes respirent, exactement comme nous, donc en fait elles mangent par la peau, ça c'est la photosynthèse, et une partie du carbone qu'elles ont retiré de l'atmosphère, elles le remettent dans l'atmosphère en respirant, l'autre partie vient accroître le tronc, les feuilles, les racines, etc. Jusqu'au moment où elle meurt, et à ce moment, le produit de la plante morte, enfin la plante morte, est mangé par des microbes qui eux-mêmes respirent, et ça vous restitue du CO2 à l'atmosphère. Donc la respiration des macro-organismes, comme nous et les ébus, et des micro-organismes, virus, champignons, microbes, etc., vous restitue du CO2 à l'atmosphère, les micro-organismes se nourrissant en général des restes des macro-organismes, puisque vous savez que vous finirez en poussière, comme moi. Ces flux naturels sont globalement à peu près équilibrés. Vous voyez 70 milliards de tonnes échangées dans chaque sens chaque année avec l'océan, et 120 milliards de tonnes échangées dans chaque sens en ce qui concerne les écosystèmes émergés. Et puis là-dessus arrive l'homme avec ses gros sabots, et alors l'homme il fait deux choses. La première, c'est qu'il va déstocker des combustibles fossiles qui étaient auparavant situés sous terre et qui n'avaient pas l'intention d'en sortir rapidement. Ils en seraient sortis de toute façon à cause du volcanisme, parce qu'un jour ou l'autre, les réservoirs de pétrole, ils sont pris dans la tectonique des plaques et ça finit par sortir, mais ça aurait pris beaucoup plus de temps. Donc au milieu des années 90, les hommes ont déstocké à peu près 250 milliards de tonnes de carbone et l'ont mis dans l'atmosphère sous forme de CO2. Ces émissions annuelles, ou les émissions annuelles de l'humanité, au milieu des années 90, sont de 6,5 milliards de tonnes par an, et aujourd'hui on est plutôt à 7,5. Et puis les hommes ont également coupé des forêts, et comme je vous le disais lors d'une session précédente, ces forêts coupées, c'est essentiellement du bois qui va être brûlé. Donc ça finit sous forme de CO2 dans l'atmosphère aussi. À cause de la grande stabilité chimique du CO2 une fois dans l'atmosphère, ce CO2 n'est pas recyclé rapidement, et il y a eu un accroissement de la quantité de CO2 dans l'atmosphère qui est d'environ 165 milliards de tonnes depuis le début de la civilisation industrielle. Cet accroissement a déjà provoqué une élévation de température. Cette élévation de température s'est communiquée à l'océan, et cette élévation de température globale de l'océan de surface augmente le flux de CO2 montant, puisque comme je vous l'ai dit, ce flux montant est lié aux masses d'eau qui se réchauffent. Dans le même temps, l'augmentation de la concentration en CO2 dans l'atmosphère, puisque si j'augmente le stock atmosphérique de CO2 dans un volume donné, j'augmente la concentration en CO2. Donc l'augmentation de la concentration en CO2 dans l'atmosphère, ou de la pression partielle de CO2 dans l'atmosphère, lui par contre, il va m'accroître le flux descendant. Puisque, comme avant, l'atmosphère et l'océan vont chercher, toutes choses égales par ailleurs, à équilibrer leur pression partielle. Donc si j'augmente la concentration de CO2 dans l'atmosphère, j'augmente le flux descendant vers l'océan. Coup de bol, pour le moment, le flux descendant est plus important que le flux montant. Coup de bol, parce que les deux processus qui sont à l'origine du flux montant et du flux descendant ne sont pas les mêmes.
D'un côté, élévation de température, de l'autre, accroissement de la pression partielle. C'est pas la même chose. Hein. Sauf que, pour le moment, il se trouve que le flux descendant engendré par l'accroissement de la pression partielle est plus important que le flux montant engendré par l'élévation de température. Ce qui veut dire que sur les 7,5, enfin 6,5 à l'époque, plus 1,5, c'est-à-dire 8 milliards de tonnes de carbone que l'homme met dans l'atmosphère, bah, l'océan passe la balayette pour 2,5. D'accord ? Donc pour le moment, l'océan est un puits, mais c'est un puits, c'est un équilibre dynamique. Ce n'est pas un truc qui est garanti pour l'éternité. C'est un puits tout de suite et maintenant, parce qu'il se trouve que le résultat de deux flux qui ne sont pas dus à la même cause est une séquestration nette dans l'océan. En ce qui concerne les écosystèmes terrestres, c'est pareil, les deux flux ne vont pas évoluer de la même manière. Dans un premier temps, quand vous augmentez un peu la quantité de CO2 dans l'atmosphère et que vous augmentez un peu la température planétaire, c'est globalement une excellente affaire pour les plantes. Et du reste, le sieur Arrhenius, quand il avait fait ses premiers calculs sur l'élévation de température liée au changement climatique, globalement, il trouvait que c'était une excellente chose. Parce que je vous rappelle qu'en 1900, il n'y avait pas de tracteurs, il n'y avait pas d'engrais, la régularité et l'abondance des récoltes étaient encore un vrai sujet, la moitié de la population ou pas loin vivait de l'agriculture, donc la perspective d'avoir un peu plus à manger pour les plantes dans l'atmosphère et une saison de pousse qui s'accroisse un peu, surtout qu'Arrhenius était suédois, donc la longueur de la saison de pousse, il savait ce que c'était, il trouvait que c'était globalement plutôt une bonne idée. Hein. Et pour peu qu'il ait eu envie d'aller prendre des bains, il trouvait que c'était une excellente idée. Donc, Arrhenius, il voyait une bonne nouvelle, sauf qu'il avait raison pour plus 0,5 ou pour plus 1 degré, à plus 5, à mon avis, il avait tout à fait tort. Mais à plus 0,5 ou à plus 1, ce qu'on constate aujourd'hui, eh bien, on a un effet d'accroissement de la photosynthèse, et donc vous allez augmenter le flux descendant. Mais dans le même temps, l'augmentation de la température vous augmente la respiration microbienne parce que ça vous augmente la décomposition de tout ce qui est matière, enfin végétaux morts. Hein. L'humus, les résidus organiques de la vie passée, sont décomposés de manière plus rapide quand la température augmente. Et puis quand elle augmente suffisamment, vous commencez à voir apparaître des incendies partout qui constituent un flux de restitution du carbone à l'atmosphère particulièrement efficace. Donc la température augmente encore plus. Vous allez accroître le flux de restitution du carbone à l'atmosphère, à la fois à cause des incendies et à cause de l'accélération encore de la respiration microbienne, et notamment de la respiration microbienne qui prend place dans les sols, là où vous avez de l'humus, parce que les microbes qui sont présents dans les sols, il y en a une partie qui mange l'humus, ils aiment ça, ils font ça bon, et ils respirent, donc ils restituent à l'atmosphère sous forme de CO2 le carbone qui était initialement contenu dans les débris végétaux et animaux que vous avez dans l'humus. Passé un certain stade, le puits continental, lui, va commencer à s'affaiblir. C'est la traduction de la disparition des hêtres d'une partie de la France que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire que, passé un certain stade, les écosystèmes installés vont commencer à ne plus autant prospérer qu'ils ne prospéraient avant, et donc le flux descendant, lui, il va commencer à s'affaiblir. Donc vous voyez que pour le moment, le flux montant et le flux descendant résultait en un puits continental qui fait en gros 2,5 milliards de tonnes de carbone par an, mais avec un flux montant qui s'intensifie et un flux descendant qui s'affaiblit, vient un moment où vous renversez le signe du résultat. C'est-à-dire qu'au lieu que les écosystèmes terrestres soient un puits, ça devient une source. Et à ce moment, nous, on peut s'arrêter de conduire et de se chauffer. Le truc est parti dans une boucle, alors ça finira par converger, sauf que personne ne sait où. Ce genre de processus pourrait se mettre en œuvre dans les décennies qui viennent. Je vais vous montrer après quelque chose qui s'est passé, enfin les résultats d'une étude qui a été menée sur ce qui s'est passé en Europe l'été 2003. En Europe l'été 2003, on a déjà transformé les écosystèmes terrestres de puits en source. Cette année-là, ils ont déjà craché beaucoup plus de CO2 qu'ils n'en ont absorbé. C'est pareil en ce qui concerne l'océan. Vous augmentez la température océanique, vous allez augmenter le flux montant, qui croît avec la température. Par contre, passé un certain stade, la concentration atmosphérique en CO2 va s'arrêter de croître. De toute façon, elle ne peut pas croître indéfiniment. Hein. Donc, elle va s'arrêter de croître, et à ce moment, l'équilibrage de pression partielle va engendrer un flux qui va aller en diminuant, parce qu'une partie croissante du CO2 passant dans l'océan, ben, ma foi, il y en aura de moins en moins au mètre pour équilibrer les deux. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le carbone qui est aujourd'hui stocké par les écosystèmes continentaux et stocké par l'océan de surface, il est stocké dans des endroits où il est déstockable
à l'échelle de quelques décennies ou de quelques siècles pour retourner dans l'atmosphère. Vous avez donc un système asservi dans lequel plus de CO2 peut signifier plus chaud, mais plus chaud peut aussi signifier plus de CO2. Et du reste, plus chaud signifiant plus de CO2 est très vraisemblablement ce qui s'est passé au cours des temps géologiques où la variation de température de la planète, la température moyenne, semble avoir précédé les variations du CO2 dans l'atmosphère et non pas l'avoir suivi. Là, on est dans un contexte dans lequel la variation du CO2 dans l'atmosphère va précéder la variation de température. Eh bien, lors de la déglaciation qui a pris place il y a 250 000 ans, ça a été l'exact inverse. C'est d'abord la variation de température qui a eu lieu, puis la variation du CO2 dans l'atmosphère. Et le processus avec lequel on explique ça, c'est cette réponse de l'océan qui fait qu'au moment où, à cause des forçages astronomiques, vous réchauffez le système climatique dans son ensemble, eh bien, quand l'eau océanique se réchauffe suffisamment, elle finit par cracher du CO2 et par mettre du CO2 dans l'atmosphère. Donc vous avez d'abord la température, puis le CO2. Il n'y a pas de raison que ce processus ne se manifeste pas à l'avenir. Donc encore une fois, le seuil de basculement en ce qui concerne les écosystèmes terrestres, il est peut-être simplement quelques décennies devant nous, personne n'en sait rien non plus là, de manière très précise, et en ce qui concerne les océans, il pourrait commencer à se manifester de manière significative dans quelques siècles. L'augmentation, exactement la diminution du pH, va également avoir une incidence sur les flux de carbone entre le CO2 dissous dans l'eau de surface et la vie marine, et là aussi c'est très difficile de savoir ce qui va se passer. Si je prends le résultat net du cycle du carbone que je viens de vous évoquer, donc là, je vous ai montré les flèches qui allaient dans un sens et dans l'autre, donc vous avez les composantes du système, maintenant on va regarder le résultat net. Le résultat net, c'est que les émissions de CO2 de l'humanité, tout agrégé, donc déforestation plus combustible fossile, plus la décarbonatation du calcaire pour faire du ciment, c'est ça que vous avez dans autres émissions. Hein. Dans autres émissions, vous avez le fait que les cimentiers prennent du calcaire, donc CaCO3, et ils séparent ça en CaO, chaux vive, et CO2 qu'ils mettent dans l'atmosphère. Hein. Donc pour faire du ciment, vous avez obligatoirement besoin de mettre du CO2 dans l'atmosphère pour casser votre molécule de carbonate de calcium. Donc, c'est ça, encore une fois, les autres émissions. Donc, vous avez des émissions de CO2 qui sont passées, alors en carbone, c'est passé de 4 à quasiment 10, et en CO2, c'est passé en gros de 15 à quasiment 40 milliards de tonnes en un peu moins de 50 ans, comme c'est indiqué là. Dans ce même laps de temps, l'océan a absorbé une partie des émissions annuelles, donc en fait c'est le résultat de ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, et cette fraction annuelle est à peu près constante en valeur absolue, elle a tendance à légèrement augmenter, mais maintenant plus tellement en valeur absolue, ce qui veut dire qu'en part relative, elle a tendance à baisser. Donc l'océan, aujourd'hui, passe la balayette derrière un quart de nos émissions, mais c'est une proportion qui a tendance à baisser. Avec une très large variabilité annuelle, les écosystèmes continentaux, en gros, aujourd'hui, ils passent la balayette derrière à peu près 30% de nos émissions. Et cette très large variabilité annuelle est due au fait que vous avez là un résultat faible, hein, on parle de 1 à 2 milliards de tonnes de carbone, sur des flux qui font 120 dans chaque sens. Donc il suffit que d'une année sur l'autre, celui qui fait 120, il passe à 118 et l'autre à 122, ou l'inverse, pour que vous ayez un résultat qui est plutôt plus 4 ou plutôt moins 4. Donc c'est en tendance longue, vous avez les écosystèmes qui récupèrent une partie du CO2 qu'on met dans l'air, mais d'une année sur l'autre, ça peut varier de manière extrêmement forte. Et il n'y a rien d'anormal là-dedans. Alors maintenant, vous savez comme moi, faire 100, moins 30, moins 25, ça veut dire que, en gros, à peu près la moitié de nos émissions actuelles s'accumulent dans l'atmosphère, où elles accroissent le stock atmosphérique. Ceci explique cela. Vous comprenez quand vous voyez ça qu'il faut à minima pour que la quantité de CO2 s'arrête de croître dans l'atmosphère qu'on divise les émissions planétaires par 2. C'est une approximation au premier ordre. D'abord, pour des raisons d'intégrale bornée dont je vous ai parlé lors du premier cours, de toute façon un jour ça sera par beaucoup plus que 2, parce que l'approvisionnement en combustible fossile étant fini et la surface de forêt à défricher étant finie, encore une fois, mes émissions de CO2 d'origine humaine vont tendre vers 0 à l'infini, donc un jour ça sera divisé par 2, et même par 3, et même par 4, et même par 10. Qu'est-ce que je veux dire ?
Mais au premier ordre, il faut au moins diviser ça par 2. Et si on alloue de manière équitable à chaque humain de la planète des émissions mondiales divisées par 2, ça donne en France le fameux facteur 4, mais ça, on regardera ça un peu plus dans le détail la prochaine fois. Je vous disais tout à l'heure que l'été 2003 a été l'occasion de répéter grandeur nature ce qui se passera peut-être d'ici quelques décennies et que je ne nous souhaite pas, parce que, encore une fois, si ça se met en route, c'est très difficile de savoir où ça s'arrête. Vous voyez bien que si les écosystèmes continentaux commencent à être suffisamment déstabilisés et à dépérir suffisamment pour cracher du CO2 au lieu d'en absorber, ils crachent du CO2 qui s'accumule dans l'atmosphère, le climat se réchauffe encore plus, les écosystèmes sont encore plus déstabilisés, donc ils crachent encore plus de CO2, donc etc. Et encore une fois, ça finira par converger, mais personne n'est capable de dire où, quand, comment et quel est l'état de la planète une fois que ça a fini de converger. Voilà un exemple de ce qui s'est passé, donc, je vous dis, en modèle réduit, un exemple de ce processus en modèle réduit en Europe l'été 2003. Ce graphique vous donne un rapport à la normale. Donc, d'habitude, vous êtes en situation normale. Les écosystèmes absorbent une certaine quantité de CO2 via la photosynthèse. Et en 2003, partout où c'est jaune ou rouge ou rose, c'est des endroits où la photosynthèse a absorbé moins de carbone que d'habitude. Donc là, vous voyez par exemple, là où vous êtes rouge, c'est que vous êtes en gros à 500 grammes de carbone par mètre carré en moins qu'une année normale où vous absorbez quelques tonnes de carbone à l'hectare. Vous avez donc sur l'essentiel de l'Europe, et en particulier sur les parties qui sont plutôt montagneuses, eu un déstockage très significatif de carbone parce que les plantes ont quasiment pas photosynthétisé, alors que dans le même temps, les sols, eux, ils ont continué à émettre à cause de la décomposition de l'humus. Autre élément qui vous matérialise le risque, vous avez ici, vous savez que les Anglais, ils adorent jouer au golf et au cricket, et pour ça, il y a besoin de faire des trous. Alors, il y a des chercheurs, donc c'est devenu des spécialistes des trous. Donc ils ont mis cette expertise à profit, et il y a des chercheurs anglais qui, en 1978, ont fait 3000 trous en Angleterre, et ils ont regardé quelle était la quantité de carbone qu'il y avait dans le sol aux 3000 endroits où ils ont fait des trous. Et puis, comme 25 ans après, ils aimaient toujours autant le golf et le cricket, ils ont refait 3000 trous en 2003, et ils ont regardé la quantité de carbone. Alors les 3000 trous de 2003, ils les ont fait juste à côté des 3000 trous de 1978, sinon ce que je vais vous raconter, évidemment, n'a pas de signification. Donc ils font de nouveau 3000 trous au même endroit, et ils constatent qu'à peu près partout, la teneur en carbone des sols a baissé. Donc là où il y avait du carbone, il y en a un peu moins. Et ils constatent que cette baisse a été d'autant plus rapide en pourcentage que le stock initial de carbone était élevé. Où est-ce que vous avez des stocks initiaux de carbone élevés? Dans les prairies et dans les forêts. Alors ici, si vous arrivez à le voir, les parties blanches correspondent à des forêts, et vous avez également des prairies qui correspondent aux parties bleues. Et là où ça a baissé le plus vite, c'est donc essentiellement là où vous aviez des forêts et des prairies, c'est-à-dire des sols non labourés. Et ça, c'est important parce que quand vous labourez un sol, vous exposez l'humus à l'oxygène de l'air, donc vous pouvez assez logiquement vous attendre à ce que ce soit préférentiellement oxydé. Or, il se trouve que c'est, ou en tout cas que ça favorise la vie aérobie. Là, c'est exactement l'inverse qu'on observe. C'est là où c'est pas labouré que le carbone a été déstocké le plus rapidement. Et alors, l'hypothèse qui vient en premier dans l'esprit des chercheurs qui ont trouvé ça, il s'agit encore une fois d'une hypothèse qui vient en premier. Il ne s'agit pas d'une preuve à ce stade. C'est que c'est déjà un effet du relèvement des températures qui a fait que les petites bestioles dans le sol qui vivent en consommant l'humus, eh bien, elles se sont régalées plus vite que les plantes n'ont approvisionné le sol en humus pour recharger le sol en matière organique. Si vous couplez ça à ça, eh bien, vous vous rendez compte qu'en Europe, on est peut-être déjà plus très loin du moment où les écosystèmes ne seront plus des puits de carbone, mais n'importe quoi entre à l'équilibre et des sources. Vous avez un autre facteur inconnu, celui-là, de déstabilisation rapide du système climatique qui pourrait intervenir, qui concerne ce qu'on appelle les hydrates de méthane. Alors je ne sais pas si vous avez vu ça, les hydrates de méthane, si vous savez ce que c'est qu'un hydrate de gaz. Non. Alors un hydrate de gaz, c'est simple, c'est un cristal mixte d'eau et de gaz.
Donc vous avez des molécules d'eau qui forment des petites cages qui peuvent avoir des formes variées, ça dépend du gaz qui est emprisonné, et au centre de chaque cage, vous allez retrouver une molécule du gaz considéré. Donc si c'est des hydrates de méthane, eh bien les molécules d'eau s'organisent en cristal pour emprisonner des molécules de méthane, mais vous pouvez avoir des hydrates avec d'autres gaz. À l'œil, ça ressemble à un cube de glace, hein, enfin je veux dire ça ressemble vraiment à de la glace, sauf que ça peut brûler, c'est assez rigolo. Ça n'est pas un assemblage chimique, c'est un assemblage physique. C'est un peu comme si vous construisez une cage d'écureuil, là vous savez pour les gamins, en emprisonnant au centre des barreaux quelque chose qui ne pourrait pas s'en échapper. Hein, c'est un peu ça. Des hydrates de gaz, vous en avez qui se forment, et en particulier des hydrates de méthane. Là où vous avez, c'est comme dans la cuisine, il faut tous les ingrédients, donc il vous faut de l'eau, il vous faut du méthane, et il vous faut des hautes pressions pour assembler tout ça. Où est-ce que vous allez trouver de l'eau, du méthane et des hautes pressions? Dans les talus océaniques, où vous avez le plancton qui sédimente, qui vous donne des résidus biologiques qui peuvent être décomposés par des bactéries qui génèrent du méthane, parce que là c'est une vie anaérobie, donc vous vous retrouvez avec du méthane, de l'eau, parce que vous êtes au fond de l'océan, et si vous êtes à quelques centaines de mètres sous la surface de l'océan, vous avez des pressions qui sont fortes, donc vous avez de la formation d'hydrates de méthane dans le sédiment océanique. Et l'autre endroit où vous pouvez avoir ce genre de choses, c'est à quelques centaines de mètres sous la surface des hautes latitudes, donc dans le Grand Nord canadien et, dans la Sibérie, et en Sibérie, où là c'est pareil, vous avez tous les ingrédients qui sont nécessaires pour la création de ces hydrates de méthane. Si vous prenez un tout petit diagramme thermodynamique, voilà à quoi ça ressemble. Vous pouvez avoir ici des hydrates de méthane dans la partie qui est colorée en jaune sur cette courbe, c'est-à-dire à partir de 300 mètres de profondeur si vous êtes à température nulle, enfin 0 Celsius, et puis au fur et à mesure que vous avez une température de l'eau qui s'élève, vous devez être de plus en plus profond, ça c'est pour la partie océanique, pour voir apparaître les hydrates en question. Alors comme les hydrates ne peuvent pas apparaître dans l'eau libre, il faut obligatoirement qu'ils soient inclus dans le sédiment pour y rester. Ça veut dire en clair qu'ils peuvent apparaître dans les sédiments océaniques en fonction d'une profondeur qui dépend de la température de l'eau à cet endroit-là. Et ça peut durer jusqu'à temps que le gradient géothermique fasse remonter la température jusqu'au moment où on sort de la zone de stabilité. Je vous préviens, il y aura une question à l'interro. Donc, vous pouvez descendre en profondeur avec le gradient géothermique qui vous augmente la température. Une fois que vous avez franchi le plancher océanique, la température remonte quand vous engouffrez, enfin quand vous enfoncez vers les entrailles de la Terre. Et à ce moment, vous avez la possibilité d'avoir des hydrates entre le plancher océanique et le moment où la courbe de température fait ressortir de la zone de stabilité. En pratique, vous pouvez donc avoir des hydrates dans les premières centaines de mètres des sédiments océaniques qui sont sur les talus continentaux. La quantité totale d'hydrates de méthane sur Terre est volontairement imprécis. Un certain nombre de géologues, quand vous mettez leur vue côte à côte, considèrent qu'ils contiennent à peu près autant de carbone que l'ensemble des réserves de charbon. Ces hydrates de méthane, il y a un certain nombre d'opérateurs pétroliers qui aimeraient bien pouvoir les exploiter, parce que le méthane, c'est le gaz naturel, hein, donc ils aimeraient bien pouvoir remonter ça des planchers océaniques et en faire du gaz pour alimenter les cuisinières et les chaudières. Alors ça pose un petit problème, c'est qu'en général, ces hydrates, ils sont dissous ils sont présents à des concentrations de quelques pourcents dans un sédiment solide, donc c'est un truc qui n'est pas facile à exploiter avec un rendement énergétique positif. Et en plus, ils ont la très mauvaise idée, quand vous les remontez des profondeurs, souvent de se désagréger, parce que si vous remontez dans un truc qui n'est pas hermétique, dès que vous sortez de la zone de stabilité, quand vous les remontez du sédiment, crac, les molécules, enfin le cristal se dissocie, le méthane se dissout dans l'eau, ou fait des petites bulles, etc. Par contre, en ce qui concerne le climat, ça pourrait être un vrai problème. Les deux zones où sont situés les hydrates de méthane vont être concernées par le réchauffement climatique. La première zone ici, c'est l'océan. À partir du moment où vous allez réchauffer l'océan de surface, vous allez créer une onde de chaleur qui va descendre vers les profondeurs. Alors cette onde de chaleur, elle ne va pas descendre très vite et elle ne va pas être extrêmement puissante au début. Mais si elle venait à commencer à réchauffer un peu l'eau qui est présente au niveau des hydrates,
eh bien, vous faites sortir les hydrates de leur zone de stabilité, puisque vous réchauffez un peu l'eau, et à ce moment, les hydrates se désagrègent. Et alors, c'est même pas facile de savoir ce qu'il advient des hydrates dans ce genre de cas, parce que ça dépend de la taille des bulles qui sont libérées au moment où les hydrates se désagrègent. Une autre possibilité, c'est que vous ayez des glissements sous-marins dans le cadre du changement climatique ou pas dans le cadre du changement climatique, du reste. Et à ce moment, vous avez des quantités d'hydrates significatives qui peuvent être libérées dans l'eau. Et là aussi, en fonction de la taille des bulles et de la distance à laquelle vous êtes de la surface, ça vous fait une éruption de méthane dans l'atmosphère ou pas. Je vous rappelle que le méthane est un gaz à effet de serre. C'est pour ça que c'est intéressant de se pencher sur ce genre de choses. Le deuxième compartiment où vous avez du méthane, donc sous le sol gelé en permanence des hautes latitudes, là c'est pareil, si vous commencez à dégeler le pergélisol et vous avez l'onde de chaleur qui se propage vers les profondeurs, à un moment ou à un autre, la question est de savoir si vous n'allez pas tomber sur un réservoir d'hydrate de méthane et si ça ne va pas vous faire des choses désagréables. Tout ça, c'est des points d'interrogation. Peut-être qu'on se fait peur pour rien, peut-être que là, il y a là un risque majeur. C'est illustratif du fait que, encore une fois, quand vous faites sortir le système de ces conditions d'équilibre qu'on a connues depuis 10 000 ans à grande vitesse, vous vous rendez compte, au fur et à mesure, qu'il y a des tas de domaines dans lesquels peut-être qu'il y a un coup que vous n'avez pas vu venir qui va nous tomber sur la figure. Je vais finir en remettant en perspective les deux problèmes dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant. Vous avez ici un ensemble de courbes, que je vais bien évidemment vous préciser, qui sont décrites sur un pas de temps qui fait 1 siècle jusqu'à 1 millénaire. La courbe du bas, puisqu'elle passe par un maximum et qu'elle tend vers zéro ensuite, normalement, vous aurez deviné tout seul, c'est les émissions de CO2 de l'humanité. Encore une fois, elles sont absolument condamnées à passer par un maximum et à décliner derrière. Il n'y a pas d'autre choix. Et la quantité totale de combustible fossile à notre disposition et la quantité totale de forêt à défricher, ça n'est rien d'autre que l'intégrale de cette courbe, puisque c'est le cumul des émissions de CO2 qu'on mettra dans l'atmosphère. À cause de l'inertie chimique du CO2, du fait qu'il faut diviser les émissions actuelles par 2 avant de voir la stabilisation de la quantité de CO2 dans l'atmosphère, eh bien vous voyez que ce n'est pas au moment où on passe le maximum des émissions de CO2 que la quantité de CO2 se stabilise dans l'atmosphère. Il va falloir attendre longtemps derrière pour que la quantité de CO2 se stabilise. Il faut revenir à la moitié. Puis derrière, il faut perpétuellement baisser ces émissions de CO2 pour qu'on ait simplement la stabilité de la concentration atmosphérique. Et encore, ce diagramme qui a été établi en 2001 ne tient pas compte de l'inversion des puits terrestres dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc en fait, ça pourrait être encore plus bas qu'il faudrait aller. Si ça se trouve, le profil d'émissions qu'il faudrait avoir pour que ça soit stable, c'est d'avoir à un moment des émissions négatives. C'est-à-dire que non seulement on n'utilise plus 1 gramme de pétrole, de gaz et de charbon, mais en plus, on se démerde pour avoir des processus, par exemple des plantes très résistantes au chaud et à la sécheresse, je ne sais pas, qui permettent de retirer du CO2 de l'atmosphère. L'évolution de la température moyenne est partie pour être positive pendant des siècles après qu'on ait passé le maximum des émissions de CO2. Et là aussi, cette courbe ne tient pas compte d'une rétroaction brutale qu'on pourrait avoir parce qu'on a les écosystèmes qui dépérissent, parce qu'on a la banquise qui baisse beaucoup plus vite, enfin l'étendue qui diminue beaucoup plus vite que prévu, parce que, etc., parce que, encore une fois, le système climatique est un truc complexe et que c'est très difficile d'avoir les idées très claires très longtemps à l'avance. L'idée qu'il faut retenir de ça, c'est que vous voyez que ce n'est pas au moment où on passe le maximum des émissions de CO2 qu'on est, entre guillemets, payé de retour en ce qui concerne les processus qui ont été mis en route. En d'autres termes, les processus qui ont été mis en route sont des processus extrêmement inertes, et vous n'avez pas la possibilité, simplement en faisant baisser les émissions de CO2, de renverser la vapeur. C'est pas possible. C'est ce que je vous ai montré la dernière fois. Là, il y a de toute façon un talon d'1 demi-degré à 1 degré à l'échelle du siècle, peut-être de 3 degrés à l'échelle de quelques siècles, auquel on peut difficilement échapper aujourd'hui. Vous avez un talon de quelques mètres d'élévation du niveau de l'eau auquel on ne peut plus échapper aujourd'hui. Donc ça va se produire en 5, 10, 15 siècles, de toute façon. Et toute la question aujourd'hui est de faire en sorte que ce pic ait lieu le plus tôt possible et le plus bas possible
pour éviter que l'ampleur des conséquences ici ne soit considérée comme trop inacceptable par ceux qui en auront à assumer la charge et qui seront pour une large partie ceux qui n'auront pas profité de la fête qui se sera passée là. Admettons que ce pic des émissions de CO2 soit involontaire. Donc en d'autres termes, les émissions de CO2 baissent parce que, à grande échelle, parce que pour le moment c'est pas grand-chose, on a la répétition sur l'ensemble gaz, pétrole et charbon de ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur le pétrole-sol. Hein? Donc en gros c'est la contrainte géologique, voilà, qui force à ce qu'on ait des émissions de CO2 en baisse parce que la quantité d'énergie fossile disponible est en baisse. Eh bien, vous voyez que cette énergie fossile qui a fait l'ensemble du XXe siècle et qui est de très loin l'énergie la plus facile à utiliser, en particulier le pétrole, qui est de très loin l'énergie la plus facile à utiliser, on se retrouve dans une situation a priori pas très sympathique, dans laquelle, dans le même temps que l'énergie, donc, ce qui permet de faire face à l'adversité à moindre coût, baisse, vous avez une augmentation des problèmes à gérer et une augmentation dont on ne verra que difficilement la fin. Comprenez bien que d'être mis dans ce genre de situation, c'est pas le truc le plus sympathique qui soit, et c'est typiquement le genre de situation qu'il faut chercher à éviter. Toute la difficulté, encore une fois, étant d'anticiper sur un truc qu'on n'a jamais vu et de s'obliger à faire des efforts pour que ça n'arrive jamais. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, c'est une situation particulièrement difficile, à la fois pour la puissance publique, mais aussi pour les patrons des entreprises qui vous embaucheront, et enfin pour vous-même, dans votre vie de tous les jours, puisque, à votre âge, imaginer ce qui va se passer dans 40 ans et en tenir compte demain matin est un exercice que je sais difficile. Pour finir, voici quelques enseignements généraux qu'il faut que vous reteniez de ce panorama. Vous avez compris que, bien qu'il soit interdit de faire des probabilités avec un événement unique, ce qui est d'une certaine manière ce que je vais faire en parlant de risque, eh bien, pour l'essentiel des conséquences qui vont vraiment nous toucher, ce qu'on va manger, si on va être malade ou pas malade, si on va avoir un travail ou pas un travail, si on va être plutôt en démocratie ou plutôt en dictature, etc., etc., il est totalement impossible, je dis bien totalement impossible, d'avoir une vue déterministe des choses. C'est totalement impossible. Et même pour les grands paramètres d'évolution du système, c'est pas possible non plus, puisque c'est au premier ordre, fonction de ce que les gens vont faire dans les quelques décennies qui viennent, ce sur quoi, à l'évidence, vous ne pouvez que borner des possibles, mais vous ne pouvez pas avoir de vue déterministe. Hein. Personne n'est capable de prédire avec exactitude ce que va faire l'humanité dans les 30 ou 40 ans qui viennent. Donc, c'est un raisonnement, même si ce n'est pas le bon, de type, alors peut-être pas probabiliste, mais prudentiel. Hein, c'est-à-dire, où on paye la prévention, où on paye les dommages, c'est comme ça qu'il faut voir la chose, qui s'applique. La deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est que quand vous parlez d'avenir, il est de bon ton d'utiliser des conditionnels. Le futur simple, il faut de temps en temps s'en méfier. Et il est bien évident qu'il y a un certain nombre de choses dont je vous ai parlé qui sont possibles, qui n'arriveront pas. Je souhaite que ça n'arrive pas. Et là encore, parler du futur avec des futurs simples, eh bien, c'est quelque chose que, dans le cas présent, il vaut mieux éviter. Cela étant, il faut aussi éviter je dirais le symétrique, d'une certaine manière, de ce réflexe, qui est de penser que dès lors qu'on ne sait pas, on risque rien, parce que ça, c'est un réflexe extrêmement répandu, mais alors vraiment extrêmement répandu. Je suis sûr que vous avez tous vu au moins une fois dans le journal quelqu'un déclarer que puisqu'on ne savait pas, il était urgent d'attendre. Bon, c'est pas exactement mon point de vue. Hein. Je pense qu'on en sait bien assez, justement, pour comprendre que le temps de l'attente, pour être sûr qu'on sera vraiment de manière absolument certaine, voilà, quand vous vous jetez du haut de la Tour Eiffel, vous pouvez toujours vous jeter du haut de la Tour Eiffel en disant peut-être qu'il y a quelqu'un qui à ce moment-là va passer en bas avec un gros matelas de 3 mètres d'épaisseur et que, etc. Je suis pas sûr que ça va pas se passer, donc voilà, bon. Moi je vous conseille pas de tenter l'expérience. Là c'est exactement pareil. L'idée que le temps est avec nous, et donc on peut attendre jusqu'au moment où on saura tout ce qu'il faut pour agir, est à mon avis, malheureusement, une idée fausse. Et enfin, la dernière chose sur laquelle j'insiste énormément, c'est le fait que ce qu'on sait faire aujourd'hui, on ne saura pas nécessairement le faire dans 50 ans. Il y a des choses qu'on saura faire mieux, ou qu'une fraction de la population saura faire mieux, parce que
l'un des processus qui est très fortement à effet de cliquet, c'est l'accumulation des connaissances. Ça, c'est très clair. Par contre, il y a un processus qui est moins à effet de cliquet, parce que lui, il est assez largement fonction du régime politique en place, c'est le partage des connaissances. Donc il y a une petite fraction des gens qui peuvent savoir et avoir accès à un capital de connaissances ou de technologies qui leur permettent très bien s'en sortir. Ça ne vous garantit pas que tout le monde y a accès. Donc, la première chose qu'il faut bien voir, c'est que certes les connaissances vont augmenter, mais la diffusion de ces connaissances, vous ne savez pas comment ça va se comporter. Et par ailleurs, il y a un certain nombre d'autres événements qui vont prendre place simultanément, et en particulier, si, comme cela est possible, l'augmentation du pouvoir d'achat des 2 derniers siècles a été l'exacte traduction de la diminution du prix réel de l'énergie, dans le siècle qui vient, où il se pourrait fort bien que le prix réel de l'énergie se mette à augmenter, après avoir diminué, eh bien, vous vous rendez bien compte que la capacité de réaction à la disposition de chaque individu va baisser, et ce qui n'est pas un problème aujourd'hui peut devenir un problème majeur, même à climat inchangé ou faiblement modifié. Dernier exemple pour illustrer cela, la canicule de 2003 dont je vous ai parlé, vous prenez un processus approchant, parce que c'est même pas dit que c'était aussi intense, il y a 3 siècles, ça faisait 500 000 morts. Ça faisait 500 000 morts parce qu'à l'époque, vous n'aviez pas d'adduction d'eau potable, énergie, vous n'aviez pas les cadavres qui étaient embarqués rapidement, énergie, vous n'aviez pas le foin qui était acheminé rapidement par camion là où le bétail n'avait plus rien à manger, énergie, vous n'aviez pas la climatisation pour les gens qui se sentaient mal, énergie, vous n'aviez pas les forces de l'ordre pour venir rapidement là où il y avait des problèmes et éviter que les gens se tapent dessus, énergie, etc., etc. Donc, ce qui fait la différence, encore une fois, entre un événement qui ne va pas être un problème et un événement qui va être un problème, ça peut être soit l'intensité de l'événement, soit l'aptitude que nous avons à y faire face. Et encore une fois, quand on raisonne à des échelles de temps qui sont de plusieurs décennies ou du siècle, certes, l'événement auquel on va faire face va changer, mais autant, et peut-être plus, notre capacité de réaction face à l'adversité va changer aussi. Et vous ne pouvez pas raisonner à capacité de réaction constante. Là aussi, c'est un processus qui est malheureusement trop courant dans la cervelle d'un trop grand nombre de gens et qui est, hélas, une manière extrêmement erronée de raisonner. Voilà, je vous libère et la prochaine fois, on parlera d'économie d'énergie.